Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Web3, quelles conséquences pour l'industrie publicitaire ? Version courte de l'appellation Web 3.0, le Web 3 est un concept né en 2014, créé par le Britannique Gavin Wood, informaticien connu, entre autres pour avoir cofondé Ethereum, une blockchain décentralisée et open source, disposant de sa propre crypto-monnaie, l'Ether, actuellement la deuxième du marché après le Bitcoin. Adulé par les uns, décrié par les autres, le Web3 se veut un univers interactif, moins dépendant et contrôlé par les GAFAM notamment. Une sorte de web décentralisé qui permettrait aux utilisateurs de transporter leurs données d'un service à l'autre. Le Web3 vise ainsi à supprimer les intermédiaires que sont les grandes entreprises tech. Avec nos invités, nous allons voir quels sont les enjeux business pour le marché publicitaire via l'émergence du Web3, quels sont les exemples concrets sur le plan business, mais aussi sur le plan créatif autour de l'impact de l'usage du concept de Web3 dans l'industrie publicitaire, comment l'industrie publicitaire pourrait évoluer avec l'émergence du Web3. Pour en discuter, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Sébastien Robin, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Je suis heureux d'accueillir des amis, des personnes que je connais depuis pas mal d'années maintenant, on pourrait même parler de décennies, puisque autour de cette table et en duplex, autour de cette table, un habitué de The Programmatic Society, Pierre-Louis Fontaine. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Et en duplex depuis Bordeaux, nous avons Sébastien Robin. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, je vous ai réunis tous les deux pour parler d'un sujet très stratégique, pas seulement pour les acteurs de la publicité digitale, j'allais dire. Après, vous allez me dire peut-être que j'ai tort, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même assez vaste, puisqu'on va parler du Web3 et des conséquences que cela pourrait avoir sur l'industrie publicitaire. Pour commencer, première question, et je t'invite Pierre-Louis à y répondre en premier. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le Web3 et ensuite, Sébastien, ce sera à toi. D'accord. Déjà, le Web3, c'est une création qui englobe plein de solutions différentes. C'est pas un mot valise, mais en tout cas, c'est le concept qui englobe 4 ou 5 briques qui vont faire partir du Web3. Deuxième point, c'est que le Web 1 n'a jamais existé, le Web 2 non plus. C'est-à-dire que c'est venu comme ça au fur et à mesure de l'évolution. Maintenant, on est en train de créer une rupture, à l'instar de gens comme Meta, par exemple, pour arriver à ce concept de Web 3. Alors le Web 3, pour moi, chacun a sa définition, c'est extrêmement flou. Certains diront même que c'est un espèce de gloubi-boulga où on peut mettre tout dedans. La réalité, c'est qu'en fait, le Web 3, il est issu de... la première brique, c'est la blockchain, par nature, avec la décentralisation des échanges et les smart contracts et le mining. La deuxième brique qui est sortie, c'est tout ce qui est la notion de NFT, donc les non-fungible tokens. Il y a une troisième brique qui existait avant, mais qui est revenue à la mode, c'est tout ce qui est environnement 3D, soit réalité augmentée, soit création d'un environnement pur. Et le tout fait qu'on a le Web 3 avec des individus qui vont se connecter soit en tant que professionnels, soit en tant qu'individus lambda. Quand tu parles d'environnement 3D, tu penses au métavers? Les métavers, voilà. Okay. C'est le métavers, exactement. Alors, métavers, c'est un mot qui est intéressant, mais c'est plus des environnements virtuels que métavers. Métavers, c'est au-dessus. Alors, les environnements virtuels, ça couple aussi la réalité avec le virtuel. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des métavers donc, qui commencent à exister, qui intègrent ces logiques, ces approches, qui sont la blockchain, la notion de NFT, qui intègrent des crypto-monnaies, qui intègrent aussi d'autres types de smart money. Et le tout à destination d'un environnement virtuel destiné aux individus B2B ou B2C. La dernière brique qui nous manque,
et qui va, j'espère, arriver dans les 10 ans qui viennent, c'est la notion de puissance et de rapidité, c'est-à-dire en fait les ordinateurs quantiques qui ont donné une telle puissance que l'accessibilité à ces métavers et à ces environnements virtuels va être extrêmement fluide. Maintenant, le Web3, on n'en est vraiment qu'au début. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Web3 et notamment les métavers sont extrêmement utilisés dans le cadre de gaming, sur des cibles plutôt jeunes, et il y a un métavers qui est B2B, où les échanges professionnels peuvent se faire, mais globalement, à date, les utilisateurs sont plutôt très très jeunes. Dernier point, et avant de passer la parole à mon collègue, c'est qu'il y a encore des barrières à l'entrée techniques, des barrières à l'entrée en termes de connaissances, même chez les professionnels d'ailleurs, hein. Comment gérer une crypto-monnaie intelligemment, comment créer une crypto-monnaie, comment vendre, commercialiser ou acheter de la NFT, comment les valoriser, etc. etc. Donc pour finir avec ça, c'est qu'en fait, le Web3, c'est un agrégat de tout ce dont on vient de parler là. Merci Pierre-Louis pour cette présentation très étendue et non exhaustive du Web3. De ton point de vue, Sébastien, comment tu définirais le Web3 ? Alors, en effet, Pierre-Louis a touché un peu à tous les concepts que recouvre ce qu'on appelle donc le Web3 aujourd'hui. Quand il s'agit d'expliquer réellement, pour moi, je fais toujours référence à la définition de Web3 qu'a proposé Ethereum, tout simplement. Et en gros, il compare le Web3 par rapport au Web2. Donc, le Web2, en gros, ça fait référence à la version d'Internet que la plupart d'entre nous, on connaît aujourd'hui. C'est un Internet qui est dominé par les sociétés qui fournissent des services en échange de l'usage des données personnelles. Voilà. Donc, le Web2, on va dire, c'est à l'époque, c'est des 10-15 dernières années, avec l'essor des réseaux sociaux et qui est donc dominé majoritairement par les GAFA. Dans ce contexte, par comparaison au Web 2 qui utilise donc les données personnelles en échange de ces services gratuits, on va avoir le Web 3 qui fait référence à un usage décentralisé, des applications qui sont décentralisées et qui s'exécutent sur la blockchain. Donc, comme disait Pierre-Louis, c'est les NFT, c'est les métavers, c'est les crypto-monnaies, on appelle ça des tokens ou des crypto-monnaies, et c'est l'ensemble de ces concepts-là que recouvre le Web3 aujourd'hui. Mais pour moi, le plus important, c'est cette notion de vouloir décentraliser les choses par comparaison avec le Web2 où les choses sont centralisées. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Centraliser, ça veut dire qu'une société privée qui décide les choses, donc Facebook décide les choses pour ses utilisateurs. Décentraliser, ça veut dire que tu vas avoir une communauté d'utilisateurs qui vont se regrouper, parfois, ils peuvent se regrouper sous une DAO, donc une Decentralized Anonymous Organization. C'est une espèce d'association où, en fait, finalement, les gens qui sont dans l'association, dans la DAO, prennent les décisions en commun pour le développement de l'application ou du service, etc. Il n'y a pas une entité unique, une société privée qui possède et qui décide pour les autres. C'est ça, ce concept le plus important pour moi dans le Web3, c'est cette notion de décentralisation. En tout cas, c'est ce qui est porté par tous les acteurs de la DeFi, donc la DeFi, comme on dit, donc Decentralized Finance. Tu as la semaine dernière, je lisais un article sur ce qu'on appelle ce qui arrive la DeSci, la Decentralized Science. Et donc, tu as un ensemble de concepts comme ça autour de la décentralisation qui est pour moi la chose la plus importante du Web3, avec évidemment la blockchain. Merci Sébastien pour ces précisions, notamment liées à la décentralisation. Et on voit que cette notion de décentralisation, elle est sur plusieurs, plusieurs industries. Tu parlais de sciences, de finance, ce qui me permet maintenant de faire la transition avec la publicité. Web3, c'est quoi les enjeux business pour le marché publicitaire, de ton point de vue, Pierre-Louis ? Alors, juste un point de précision, je suis totalement aligné avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterai une dernière dimension qui est la tokenisation. C'est-à-dire que rien ne sera jamais gratuit dans les métavers. Quel que soit décentralisé, quel que soit le projet, il y aura toujours une monnaie qui va accompagner, qui va permettre des transactions. En tout cas, c'est la façon dont les choses évoluent. Et voilà. Donc, pour en revenir au marché publicitaire, c'est extrêmement compliqué parce que, premier point, un marché publicitaire n'a d'existence qu'à partir du moment où il y a une audience. Donc, si je me retrouve dans un métavers ou dans un environnement où il y a 5000 personnes, même ultra spécifiques en sciences ou autres,
Ça va pas forcément intéresser les annonceurs et donc les publicitaires, ils vont pas aller dedans. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui vont aspirer du produit publicitaire, parce qu'à un moment donné, il y aura des créations de régies publicitaires liées à la publicité dans les métavers, un peu comme un afficheur. Ces gens-là ne s'installeront qu'à partir du moment où l'audience sera conséquente. Donc, des métavers les plus généralistes possibles et les plus larges possibles qui puissent vivre H24. Ceci étant, une fois que la régie est installée et que le marché publicitaire commence à prendre conscience qu'il y a une audience qui est intéressante à capter, à ce moment-là, je pense que les agences vont tirer parti de ça, et notamment d'un point de vue créatif. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas être... Alors, mettre des affichages, des pseudo 4x3 virtuels dans les métavers, bon, super. On n'est pas... on n'est pas dans les films, quoi. Mais par contre, créer des environnements 3 dimensions, ou voire 4 dimensions, pour des marques, à ce moment-là, ça va devenir intéressant. Et donc, c'est la créativité qui va permettre au marché publicitaire et donc aux agences de se différencier. Il y a un nouveau marché qui est sur la création. Encore une fois, le prérequis, c'est audience. Mais c'est la création. Alors, il y a des mots à la mode de type les voxels, par exemple. Voilà. Voxel, c'est une contraction de volume et pixels. C'est-à-dire qu'il va falloir construire en 3 dimensions des univers, et donc il va y avoir des créatifs spécialisés dans les voxels. D'accord. Alors, ça, c'est le mot à la mode. Je ne sais pas si dans 6 mois on en parlera encore, mais bon. Donc, la créativité, ça va être le centre, le moteur absolu, et c'est comme ça que les agences vont retrouver en fait le lustre d'antan des années 80-90 où la créativité s'exprimait dans les spots de pub. Aujourd'hui, la créativité, ça va s'exprimer pour les marques via leurs agences dans la création de sous-environnements. Et puis, je rajouterais un dernier point. Si je reviens aux NFT, aujourd'hui, les NFT, on va dire que ce sont des aplats, ce sont des images presque. Bon, avec les Bored Apes et tout ça, il y a des... Aujourd'hui, rien n'empêche de penser une NFT comme un avatar en 3 dimensions totalement exclusif. Je donne un exemple. Je m'appelle M&M's. Je précise, je ne pose pas ni pour M&M's, ni pour la marque mère, enfin pour le groupe mère. Mais je m'appelle M&M's. J'ai mes produits M&M's connus, animés en télévision. Qu'est-ce qui m'empêche de créer des NFT sous forme d'avatar en 3 dimensions animés exclusifs et d'avoir moi, mon propre avatar exclusif animé sous forme de NFT qui soit capable de vivre dans les métavers. Donc toutes les marques qui ont déjà construit un univers de type M&M's, mais il y en a d'autres, hein. Même le Switch de Nike pourrait être utilisé comme un NFT 3 dimensions. Toutes ces marques-là qui sont capables de capitaliser sur des éléments visuels en 3 dimensions ont une capacité d'expression d'ores et déjà dans n'importe quel type de métaverse. Merci Pierre-Louis pour ces précisions. J'ai bien compris cette notion de prérequis en ce qui concerne les opportunités publicitaires qu'est l'audience. Ah bah, pas d'audience, pas de chocolat. Ah, exactement. Tu vois, on en revient aux M&M's. Et enfin, la dimension créative, c'est certainement le cœur du sujet pour l'industrie publicitaire. Très clairement. En tant que, en ce qui concerne son développement dans le concept Web3. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Merci Pierre-Louis. Sébastien, de ton point de vue, quels sont les enjeux business pour le marché publicitaire avec Web3 ? Moi, je pense que ce qui va être vraiment au cœur des enjeux, c'est la notion de transparence et la blockchain. Comment est-ce qu'on utilise tout ce qu'a dit Pierre-Louis, je suis d'accord et je vais en parler aussi. Mais aujourd'hui, quand je pense au Web3, quand je regarde la définition, ce côté décentralisé, quand je regarde le fait que quand on navigue dans le Web3, on navigue parfois et la plupart du temps qu'on soit sur un métaverse ou sur des applis du Web3, au travers d'une adresse Ethereum, en fait. Tu es anonyme. Il n'y a pas de data associée. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas si tu es un homme, une femme, etc. On ne sait pas quel âge tu as. Donc, toutes ces données-là, en fait, qu'on a utilisées pour faire de la pub depuis des années et des années, elles n'existent pas dans le Web3, quoi. Donc, il y a déjà un enjeu de comment est-ce qu'on peut faire de la pub digitale, du ciblage dans cet environnement-là. Deuxième chose, on parle d'usage de la blockchain. La blockchain, donc, c'est immutable, c'est transparent. Ok. On sait que dans le marché publicitaire, on a un problème de transparence.
on a des nombreuses marques qui se sont plaintes que le marché, par exemple, du programmatique n'était pas assez transparent, qu'il y avait des middlemen qui prenaient des marges énormes, etc. En l'occurrence, si tu fais tourner ce même marché, et tu as des projets qui existent, des projets d'ad exchange décentralisés, powered by blockchain, etc., et que tout le monde peut voir ce que fait tout le monde, la transparence est totale. Et là, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour un certain nombre d'acteurs de cette industrie qui ne veulent peut-être pas, justement, de cette transparence. Après, pour revenir à ce que disait Pierre-Louis, l'audience, évidemment, il a entièrement raison. Et je pense d'ailleurs, en parlant de ça, qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de course à l'audience quand on parle du métavers. Euh, on a la chance en France d'avoir une société qui s'appelle The Sandbox, qui est un des métavers qui a la plus grande renommée quasiment, avec deux trois comme Decentraland, etc. Ils viennent d'annoncer 2 millions d'utilisateurs. Ils étaient à 500 000 l'an dernier, hein, donc ils font un fois 4. Et je pense que pour l'ensemble de ces métavers aujourd'hui, en effet, c'est une espèce de course à l'audience pour avoir le plus d'utilisateurs possible. Et pour les marques, en effet, alors là où je suis peut-être un peu en désaccord avec Pierre-Louis, moi je pense que on va pas réinventer la roue. Des bannières, des 4 par 3 dans des métavers, il y en aura, il y en a déjà. Oui, oui. De la même manière que tu as des boîtes qui font de la publicité pour mettre dans les jeux vidéo, bah, ils reproduisent ce qu'on fait dans la vie réelle et ils mettent des bandeaux pubs autour des stades de foot. Ils mettent des vidéos, tu peux intégrer des vidéos YouTube dans des métavers. J'étais dans CryptoVoxel il y a 15 jours pour une inauguration d'une galerie d'art virtuelle. Bah, voyez, au mur, il y avait des pubs YouTube, quoi. Donc, tu pourrais très bien mettre de la pub dans tous ces environnements qui redessinent des villes, etc., quoi. Donc, ça, je crois que ça va quand même arriver. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est, encore une fois, je reprends l'exemple de The Sandbox, c'est les expériences que les marques vont pouvoir développer dans cet environnement-là. Si on prend Sandbox, ils ont des partenariats avec Snoop Dogg, avec Adidas, avec en France Carrefour, Leader Price, AXA. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir réellement quelles vont être les expériences qui vont être développées dans ces environnements virtuels par les marques. Et là, on n'est pas dans de la pub classique, on est plus dans presque du brand content, quoi. Ouais, Et totalement. moi, je trouve que c'est un des grands enjeux, quoi. Merci Sébastien. Alors, tu as commencé à en parler un petit peu. Hein. Une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est que tout ceci semble quand même très virtuel pour le grand public, mais ça l'est également pour les professionnels de la publicité que nous sommes, même si intellectuellement on s'intéresse au phénomène. Une des questions, c'est quels sont les exemples concrets sur le plan business, mais également créatif, autour de l'impact de l'usage du concept de Web3 pour l'industrie publicitaire. Donc, c'est quoi les exemples concrets qu'on pourrait donner? Alors, Pierre-Louis. Moi, je vais pas forcément parler d'exemples concrets, je vais parler de KPI. Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Évidemment, il y aura des bannières publicitaires, évidemment, il y aura des placards publicitaires dans les métavers, tout ça. Mais comme il y a cette notion d'anonymisation ou de pseudonymisation, je vais y arriver, on va avoir un problème de certification d'audience. Savoir est-ce que quand je vois une petite fille en avatar, bah, c'est pas un vieux papy de 75 ans, déjà. Cette certification d'audience-là, ça va être le premier KPI. Après le volume, c'est les capacités de segmentation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un annonceur qui est capable de dire aujourd'hui, je suis content de mon implémentation dans tel ou tel métaverse. Okay. Personne n'est capable. Alors, je parle sous ton contrôle, hein, mais j'ai pas d'exemple dont l'impact industriel, c'est-à-dire sur les ventes, en dehors de ventes virtuelles, hein, s'entend, mais sur les ventes physiques dans le monde réel, personnellement, il y a beaucoup d'annonceurs mais qui font profil bas en termes d'annonce de résultats. Tout le monde est en attente de voir. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres exemples que je ne maîtrise pas. Merci Pierre-Louis. Sébastien, est-ce que toi, tu as des exemples? Alors, moi, j'ai plusieurs exemples. Donc, ce qui est certain, c'est que là, on parle quand même, tu vois, d'un côté de métavers, c'est une chose, donc c'est un aspect du Web3, oui. Hein, on est d'accord, on en parle beaucoup en ce moment.
Mais il y a donc aussi des sites. Enfin, dans le Web 3, il y a des gens qui veulent réinventer les réseaux sociaux, un Facebook décentralisé, un LinkedIn décentralisé. Et en fait, en gros, tout ce qui existe en Web 2, tu peux le refaire en Web 3. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème, quoi. Et t'as des gens qui lancent des projets de ce genre-là. Euh, et donc, dans l'industrie que nous on connaît, dont je viens, et j'ai deux exemples qu'on n'a pas encore en France, mais qui existent aux États-Unis. Tu as Veracity. Donc c'est Veracity. Donc Veracity, en gros, ils ont inventé et ils ont breveté aux États-Unis et en Chine. Donc c'est marrant, c'est quand même deux gros marchés. Ce qu'ils appellent le Proof of View. Donc là, pour le coup, ce qu'ils vont proposer aux annonceurs et à toute l'industrie de la publicité vidéo et télévisuelle, etc., c'est tout simplement de blockchainer les vidéos et d'apporter la preuve réelle d'une vraie vue. C'est pas juste un petit pixel qui est posé comme ça et qui peut être hacké, nanana. Donc ça, c'est un exemple concret qu'utilise la blockchain. Et donc, on l'a pas encore chez nous, mais ça devrait pas tarder à arriver. Deuxième exemple, il y a encore une société américaine, pour le coup, qui est une filiale de Comcast, qui s'appelle Blockgraph. Et donc Blockgraph, c'est une société aux États-Unis qui propose aux acteurs de la télé adressée de blockchainer les datas qui leur appartiennent. Donc faire un partage de data, en fait, un petit peu comme dans un coffre-fort, partage de data entre les telcos, les annonceurs, les médias, mettre tout ça enregistré dans la blockchain et donc être totalement transparent sur qui utilise quoi, etc. Voilà, c'est un exemple très concret. Après, j'ai vu passer des projets comme je te disais, d'ad exchange décentralisé. Il y en a qui existent, hein, mais pour le coup, voilà, c'est pas la ruée vers ces solutions-là. Comme je te disais, je pense que la transparence c'est bien, mais est-ce que tout le monde veut la transparence? Je suis pas sûr et certain, quoi. Il y aurait une sorte de conflit d'intérêts, on va dire. Ah, et oui. Après, peut-être que quand pas très avouable, mais quand même. Pas très avouable, mais tu vois, en fait, dans notre industrie, je te dirais, il faudrait qu'un Mark Pritchard de Procter & Gamble dise bon, à partir de maintenant, je n'achèterai que des inventaires qui sont blockchainés, dont les datas sont blockchainées, sont transparentes et qu'avec des acteurs qui utilisent telle solution d'ad exchange blockchainée. Si lui le dit, on sera, voilà, les agences, les trading desks, enfin tout le monde sera obligé d'opérer sur la manière dont il a décidé de le faire, quoi. Donc en gros, c'est un appel aux annonceurs, c'est un appel un peu aux annonceurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités, ou en tout cas, s'ils veulent en faire un univers qui corresponde, tu parlais de KPI tout à l'heure, Pierre-Louis, qui correspondent à des KPI marketing et qui industriellement puissent générer, pourquoi pas, des ventes derrière, il faut que les annonceurs prennent à bras-le-corps ce sujet et en fassent aient des exigences vis-à-vis du marché. Oui, et alors j'ai envie de te dire, oui, déjà par rapport à ce que je viens d'expliquer en citant Procter & Gamble, mais ça pourrait être d'autres marques. Hein, bien sûr. Ce que je voulais illustrer, c'est qu'il faut que ce soit des marques leaders qui aient un impact sur le marché, comme Procter & Gamble a pu l'avoir il y a déjà quelques années. Depuis longtemps, quoi. Tout à fait. Il y a quelques années. Maintenant, après. Et en reprenant un peu le sujet des métavers et des NFT, alors oui, comme disait Pierre-Louis, il n'y a pas encore de marques qui ont annoncé des résultats de vente tonitruantes dans le monde réel, venus du métavers, etc. Pour autant, on n'en est qu'au tout début. Je prends l'exemple de McDonald's. McDo, ils viennent de déposer des brevets associés au métavers et ils vont, je crois, de ce que j'ai cru comprendre, proposer des environnements de recréer finalement un McDo ou un univers McDo dans des espaces métavers, ça peut être des Decentraland, Sandbox, etc. Mais où tu pourras réellement commander ton burger, quoi. Tu pourras commander ton burger, et ça va pas être un burger digital. C'est un burger qui va être livré chez toi par le Deliveroo ou le Uber, quoi. Donc là, on en viendra réellement à des marques qui existent dans le métavers. Et qui auront dont les actions auront un impact sur les ventes réelles. Et j'ai envie d'inviter, moi, en fait, les marques d'une manière générale et tout le monde, en fait, tous les professionnels de notre industrie,
allez tester, tu vois. Tu peux pas parler d'un sujet si tu l'as pas testé. Je veux dire, tu peux pas juste parler d'un sujet en lisant un article d'un journaliste qui peut-être un jour était trouvait que c'était un peu la hype du sujet, il avait pas envie, il aimait pas, donc voilà, il a fait un article qui dézingue les métavers. Il faut se faire sa propre opinion. Sandbox, en ce moment, c'est live là depuis. Ils fonctionnent en mode saison. Donc, ils ont relancé la saison 2 la semaine dernière. C'est gratuit. Faut aller s'inscrire, faut aller voir. C'est sur Sandbox qu'il y a l'espace Carrefour et l'espace Leader Price. Decentraland, c'est gratuit. Après, t'as d'autres univers. On va dire, il y a une société aux États-Unis. Certains disent c'est un métavers, mais bon, c'est quand même une société Web 2 qui date de 2003 et elle s'appelle Roblox. T'as 48 millions d'utilisateurs. 48 millions d'utilisateurs mensuels. Et dedans, tu as des marques comme Vans, Adidas, Nike, qui ont créé des environnements où tu viens jouer, en fait, et c'est brandé à leur couleur. Donc, quelque part, tu vois, c'est du marketing, c'est de la pub. Mais c'est plus du brand content dans des environnements virtuels. Et puis, comme on parlait d'exemple, moi, j'ai envie de finir sur ce sujet sur Carrefour. Moi, je trouve que ce que Carrefour a fait avec Sandbox, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est génial. Déjà, ils vont s'approprier l'environnement, première chose. Deuxième chose, pour 300 000 euros, ils ont quand même acheté un emplacement qui est énorme dans lequel ils vont pouvoir créer des expériences. Donc là, encore une fois, pour 300 000 euros, je rappelle qu'ils touchent 2 millions d'utilisateurs. Ça veut dire que potentiellement, le coût contact, il est à 15 centimes. Donc c'est absolument top. Enfin, je veux dire, il est fabuleux. Ils vont créer un emplacement qui va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier. Donc, si tu compares ce qu'ils auraient pu faire avec 300 000 euros à Paris, ben, ils pouvaient s'acheter un appart de 24 mètres carrés. Voilà, et qui serait fermé la nuit et qui serait fermé le week-end. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'ils ont fait une opération incroyable. Et puis demain, bah, ça va même aller plus loin d'ailleurs. Ouais, ça va aller plus loin parce qu'à un moment donné, Carrefour va commercialiser ses shelters. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire si tu veux une visibilité premium dans mon magasin virtuel, dans mon univers virtuel, bah, toi, industriel, va falloir que tu payes. Alors, on en arrive. Je terminerai. Alors, Michel, Michel, je termine sur un dernier argument concernant Carrefour, c'est que pour la marque employeur, voilà, pour les futurs salariés, etc., bah, c'est une manière de se démarquer, de dire, bah ouais, on fait des trucs modernes, on est plus moderne qu'Amazon, nous on est dans des environnements comme ça. Merci Sébastien, merci Pierre-Louis pour les précisions. Dernière question, et là il faut répondre très très vite. Et il y aura une autre question après, sous forme de jeu, pour répondre, et où il faudra également répondre très très vite. Dernière question pour répondre en 3 mots. Comment voyez-vous évoluer l'industrie publicitaire avec l'émergence du Web 3 ? Modification des structures des agences. Ouais. De nouvelles embauches avec des technicités de plus en plus fortes. Les groupes internationaux vont s'en sortir encore plus parce qu'ils vont être capables de délivrer du contenu plus vite, plus fort et dans toutes les langues que des petites agences qui vont elles-mêmes tirer la langue. Mais d'abord, un renouveau créatif et un renouveau de la technicité chez les agences. Parce que l'annonceur qui fabrique du yaourt n'intégrera jamais un développeur Web3. Merci Pierre-Louis pour ces précisions et cette vision de l'avenir. Sébastien, ta vision de l'avenir de l'industrie publicitaire avec l'émergence du Web3 ? Entièrement d'accord avec Pierre-Louis sur le côté créatif. C'est des nouveaux environnements qui sont d'ailleurs tous un peu différents les uns des autres. Hein. Donc, tu as besoin d'imaginer les expériences que tu vas proposer aux utilisateurs. Et donc, de ce point de vue-là, il faut être créatif. Donc, un renouveau créatif et des opportunités de dingue. Une exploitation, à mon avis, qui va être en croissance des NFT. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peine les NFT pour moi, qui sont les images de singes, etc. Ça m'intéresse pas. En revanche, tu as des expériences aux États-Unis. Pourquoi pas, je sais pas, vendre un espace de pub en NFT, une exclusivité sur la journée ou sur la semaine. Enfin, tu vois un peu finalement comme on faisait à l'ancienne. Hein. Tu faisais voilà. Et donc voilà, l'essor de l'usage des NFT. Et puis, faut quand même bien le dire, hein, les gens du Web 3, ils n'aiment pas la pub, hein, donc c'est quand même pour eux, c'est quand même quelque part s'ils pouvaient vivre sans pub. Et comme le disait Pierre-Louis, il y a des tokens, il y a des monnaies, donc ils sont plus sur le côté utiliser et payer pour des services que de mettre de la pub. Voilà. Donc il y a quand même un aspect à voir où ça va aller, quoi.
Bon, merci Sébastien, mais c'est effectivement intéressant de voir que les gens du Web 3 n'aiment pas la publicité, mais je te rappelle quand même aussi que même dans le Web 1, c'est un mouvement libertaire qui n'apprécie pas trop non plus la publicité, et on voit qu'en fait... ça disparaîtra pas, évidemment, mais c'est un peu leur mantra pour certains, quoi. Exactement, et le mantra est un mot bien choisi. On en arrive à notre rubrique de fin d'émission, la question 100% média, question qui va nous être posée par Carole et Luc, et vous aurez 60 secondes pour y répondre. Carole, c'est à toi. Bonjour. Alors, Web 3 versus Web d'aujourd'hui. Qui seront les perdants ? Et qui seront les gagnants? Merci. Qui seront les perdants? Qui seront les gagnants dans le Web 3 de ton point de vue? Attends. Top chrono, Pierre-Louis, vas-y. Alors, commençons par les perdants. Je pense que ce sont ceux qui ne se sont jamais posé la question d'y aller ou pas. Donc, ils ne voudront pas comprendre comment ça fonctionne. Ces gens-là, ces annonceurs, ces industriels ou autres, vont perdre leurs audiences les plus jeunes. Quel que soit le mode de non-communication, puisqu'ils ne seront pas dedans. Donc, par nature, ils vont perdre toute la connexion avec leurs audiences les plus consommatrices en devenir. Donc les perdants, ce seront les industriels qui ne seront pas dedans. Les gagnants, en dehors du marché publicitaire des agences dont on vient de parler, ce seront des gros annonceurs qui auront construit très correctement leurs univers et qui ont proposé cet univers cette expérience de marque. Voilà. Et puis il y a des grands gagnants, c'est toutes les sorties d'école à partir du bac maintenant, qui vont faire des études là-dessus et qui vont finir par trouver du boulot plus qu'il n'en faut dans le monde entier, parce qu'ils auront compris, ce que c'est, et puis deux, ils se seront formés, autant que faire se peut, pour développer ces univers. Merci Pierre-Louis, avant le gong, c'est parfait. Sébastien, est-ce que tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Alors, est-ce que tu es prêt? Attends, j'ai pas donné le top encore. Je suis à peu près prêt. Je suis pas sûr que je vais tenir 60 secondes. Mais si tu fais moins, c'est le but, donc tout va bien. Si tu fais plus, il va falloir te raisonner. Alors, t'es prêt? C'est parti, top chrono. Ouais. Alors, pour moi, les gagnants, ce sera les gens qui innovent et les gens qui prennent des paris risqués et qui lancent des nouvelles solutions dans cet environnement-là. Et à mon avis, c'est les early adopters seront à coup sûr les gagnants. Et les perdants, j'ai envie de te dire, je ne les connais pas encore, mais si possible, si ça pouvait affaiblir les GAFA, franchement, j'adorerais, parce que faut quand même le dire, dans notre marché publicitaire, ils ont quand même pris une part beaucoup trop importante, et j'espère que ça ne se reproduira pas dans le Web 3. Voilà. C'est bien, tu l'as dit en 30 secondes, un peu plus, 37 secondes. Merci à toi, Sébastien. Merci d'ailleurs de nous avoir accueillis chez toi à Bordeaux. Et je te souhaite bonne chance. Plaisir. Je te souhaite bonne chance pour la suite de tes aventures, entre Bordeaux et Paris d'ailleurs. Donc, j'ai été ravi de te revoir. Et merci à toi, Pierre-Louis, d'être venu à nouveau. Tu es une sorte de sociétaire de Programmatic Society. Donc, avec autant de plaisir de te recevoir et je pense autant de plaisir pour ceux qui nous écoutent de te réentendre, tout comme entendre Sébastien. Donc, on se dit à très bientôt, messieurs. Oui, parce que très bientôt, peut-être dans le métavers. Voilà, dans un métavers. Un Michel Jubilier virtuel. Parle pas de malheur. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence du Web 3 et des possibles conséquences pour le marché publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.